Merci beaucoup, Aude Kersulek, donc à Euronext pour BFM Business. Jean-Claude Trichet, ça n'est pas simple d'être banquier central, vous en savez quelque chose. Est-ce qu'il faut continuer à s'acharner et à augmenter toujours et encore les taux d'intérêt pour, à terme, espérer terrasser l'inflation? Comment est-ce que vous regardez ça? Il ne faut pas seulement espérer, il faut donner à nos concitoyens. Et quand je dis nos concitoyens, c'est aussi bien les Européens que les Américains, à vrai dire. Vous avez parlé des réunions des deux côtés de l'Atlantique. Il faut leur donner ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire la stabilité des prix. C'est la responsabilité des banques centrales. Elles ont été créées pour cela. Et comme par hasard, depuis la crise très très grave de Lehman Brothers, elles ont le même objectif, qui est d'arriver à donner à nos concitoyens, à moyen terme, autour de 2% d'inflation. C'est le même but, le même objectif des deux côtés de l'Atlantique, à la Fed et à la BCE. Là, en ce qui concerne... Alors, arrêtons-nous un peu sur la BCE quelques minutes, on parlera de la Fed après, mais la BCE... Bon, les derniers indicateurs économiques ne sont pas trop mauvais finalement. On semble se diriger vers une économie assez atone, mais sans risque de récession. Donc, ça permet à Christine Lagarde d'enclencher des hausses de taux supplémentaires. Jusqu'où aller ou ne pas aller pour casser... non pas ce sentiment de reprise, mais cette économie qui pour l'instant était assez résiliente? Alors, où est-ce qu'on s'arrête? C'est évidemment très multidimensionnel. Il y a un élément qui compte beaucoup, ce sont les projections des collaborateurs de la Banque Centrale Européenne elle-même. Est-ce qu'ils vont indiquer à un certain moment, ce n'est pas encore le cas, qu'effectivement on va rejoindre progressivement et je dirais de manière ordonnée les 2% à moyen terme? Est-ce que le marché lui-même va considérer qu'effectivement la Banque centrale est crédible et que ce qu'elle a fait dans le passé et s'apprête à faire va permettre en effet de justifier en somme le fait que tous les agents économiques prennent les 2% à moyen terme comme la bonne référence? La crédibilité des banques centrales est très très importante et le fait qu'elles soient crues quand elles disent que leur objectif est 2% est très important. Et vous en pensez quoi, Jean-Claude Trichet? Je pense en effet que les banques centrales de tous les pays avancés, elles ont le même objectif. On pourrait aussi citer la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, elles ont tous le même objectif, toutes le même objectif de 2%, que je considère comme étant un bon objectif, et surtout, d'une manière générale, comme étant un consensus de l'ensemble des grandes banques centrales des pays avancés, qui sont celles qui émettent les grandes monnaies convertibles. Et ça date de Lehman Brothers, ça date de cette crise très grave que nous 2008, avons. Donc toutes considèrent qu'il faut essayer d'ancrer, comme on dit dans le jargon, les anticipations d'inflation à moyen terme. Alors, j'y crois personnellement. D'abord, elles ont réaffirmé très solennellement, toutes, sans aucune exception, que leur objectif c'était 2% à moyen terme. Donc elles se sont réengagées. On aurait pu penser que dans les circonstances très difficiles, ayant été un peu prises au dépourvu au moment de cette reprise de l'inflation au milieu de l'année 2021, elles pourraient dire finalement c'est trop compliqué, on ne va pas prendre des engagements trop forts. Elles ont pris les engagements, elles l'ont prouvé en faisant des augmentations très importantes de taux d'intérêt, des deux côtés de l'Atlantique à nouveau, plus rapides que ce qui avait été observé auparavant. Et donc, je crois qu'elles sont crédibles. Je m'en passe de consolider leur crédibilité. Je vous pose la question parce que vous savez que en ce qui concerne la Banque Centrale Européenne, il y a eu un débat. Est-ce que la Banque Centrale Européenne n'a pas commencé à relever ses taux d'intérêt trop tard, finalement? C'est le débat qu'on a fait. C'est la critique qu'on fait à la Banque Centrale Européenne, à Christine Lagarde notamment. Il y a eu un débat, en effet, pas seulement sur la Banque Centrale Européenne. Est-ce que vous diriez retard à l'allumage? Ça a été exactement le même aux États-Unis. Et aux États-Unis comme en Europe, à vrai dire, une sorte de consensus des participants du marché, des opérateurs sur l'ensemble, en effet, des marchés financiers, des gouvernements, des ministres des différents gouvernements des deux côtés de l'Atlantique. Tout le monde était sur une ligne qui consistait à dire l'inflation que nous voyons va être transitoire. Il y a beaucoup de raisons pour ça, y compris d'ailleurs une certaine responsabilité des modèles économiques, vous savez, stochastic general equilibrium model, qui clairement n'arrivent pas à rendre compte de changements très rapides. Que ce soit l'économie réelle, que ce soit l'inflation elle-même, ils n'arrivent pas à en rendre compte. Donc au total, il y a eu effectivement un délai
relativement important. Aux États-Unis, je l'estime à environ 5-6 mois. Oui. Et avec décalage, c'est à peu près la même chose en Europe. Ce délai s'explique. Je crois que les banques centrales ont tout fait pour rattraper les choses, Oui. et que personne ne considère, au moment où nous parlons, ni aux États-Unis, ni en Europe, et certainement pas vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne, qu'elle ne fait pas bien son boulot, qu'elle ne fait pas assez, qu'elle n'augmente pas assez les taux d'intérêt. On a au contraire un vrai débat, là aussi, sur le thème, est-ce qu'ils n'en font pas trop, est-ce qu'ils n'en font pas assez, qui est un débat sain, d'une certaine manière. Et l'autre débat, c'est est-ce que vous êtes inquiète par la normalisation de cette politique monétaire en zone euro aux États-Unis, avec les conséquences que l'on voit déjà, des taux d'intérêt qui recommencent à progresser sans s'enflammer en France. On est à 2,6%, on est allé chercher les 3%, mais c'est une époque auquel on n'était plus habitué, Jean-Claude Trichet. Bien entendu, mais on n'était pas non plus habitué à l'inflation. On était habitué à une inflation. Pendant 10 ans, on a eu une inflation qui était extrêmement basse, et le danger principal pour nous tous, Oui. et les banques centrales en particulier, c'était la probabilité de la matérialisation de la déflation. Oui, Or, la déflation, c'est la contraction économique. Les consommateurs ne consomment plus, les investisseurs n'investissent plus, ils attendent que les prix baissent. Donc c'est très très grave. Et c'était le danger principal. Maintenant, nous sommes dans une période complètement différente. Quand on a une inflation à 9,2% en Europe, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'inflation, on ne peut pas dire que les banques centrales n'ont rien à faire. Oui. Alors, ce qui compte, à mon avis, ce n'est pas tellement l'inflation totale, si je puis dire, c'est l'inflation sous-jacente. Oui. Et l'inflation sous-jacente est des deux côtés de l'Atlantique, aux alentours de 5 à 6, si vous voulez. Nous sommes probablement à 5,7. Les Américains sont à 5,7 ou à 5,2. C'est la même chose. On a la même inflation sous-jacente, qui est très au-dessus, évidemment, de l'objectif d'inflation, qui est 2%. Et donc, des deux côtés de l'Atlantique, on a non seulement le problème des prix du pétrole, du gaz et des matières premières agricoles, mais on a aussi une généralisation de l'inflation à toutes sortes d'autres prix. Et c'est là que les banques centrales doivent être crédibles, convaincre tout le monde qu'elles sont là et que les décisions qu'elles prennent seront suivies des faits. Encore une question indépendamment de l'action de la Banque Centrale Européenne. Comment est-ce que vous jugez la solidarité au sein de la zone euro face à l'ensemble de ces défis? Est-ce que vous ne dites pas, à travers ce que nous avons vécu à l'époque du Covid, à travers ce que nous vivons aujourd'hui à l'aune de cette guerre en Ukraine, tout ça aurait pu être un formidable moment d'unité et de bond en avant, d'intégration monétaire, politique, budgétaire dans la zone euro. Est-ce que vous avez l'impression que nous sommes en train de laisser passer de grosses occasions de faire de grandes choses ensemble dans la zone euro? Très franchement, bien entendu, on peut toujours critiquer. Et vous savez que notre propre culture, à vous et à moi, nous pousse à être critiques un peu en permanence. Plus peut-être que ce ne serait raisonnable. Regardez ce qui s'est passé. On a la guerre en Europe. Aucune division au sein des Européens, de l'Union européenne, aucune division. Ce cavalier seul de l'Allemagne, vous savez, sur les questions énergétiques, avec ce bouclier de 100 milliards. Chacun était dans une situation singulière. Les Allemands, infiniment plus vulnérables à ce qui était en train de se passer que nous, et que la plupart, enfin pas que la plupart des autres, mais que beaucoup d'autres. Ils étaient terriblement dépendants du gaz russe, et donc ça les mettait dans une situation impossible. L'ensemble de leur industrie était de ce point de vue-là dans une situation impossible. Il faut comprendre que chacun se trouve dans des circonstances différentes, mais l'objectif est le même. L'unité reste fondamentale. D'ailleurs, il me semble que les deux chancelier et président de la République ont réaffirmé les choses assez solennellement. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a un phénomène que nous ne connaissons pas nous-mêmes, ni les Anglais d'ailleurs, qui ne sont plus avec nous, mais qui est le fait qu'il y a en France, en Angleterre, dans d'autres pays, un homme ou une femme qui prend la décision. En Allemagne, on est dans une démocratie représentative plus compliquée. Comme vous le savez, il y a une coalition gouvernement. Vous ne pouvez prendre aucune décision sur des sujets qui n'ont pas été abordés dans la négociation de la coalition, aucune décision qui ne soit négociée une nouvelle fois. Donc, le chancelier ne peut pas dire « je décide ceci ou cela ». Il doit négocier. Et, en outre, le dernier mot appartient au Parlement. Au Bundestag. C'est le Bundestag qui décide, même si la coalition a décidé ceci ou cela. Donc il faut le savoir, et donc comprendre que ce n'est pas le même
decision-making process, oui. c'est pas le même système de décision que le nôtre. Donc moi, je ne considère pas du tout que l'Europe n'a pas été à la hauteur des défis qui lui ont été lancés. Entre la crise énergétique qui fait souffrir l'ensemble des pays de la zone euro, entre les impératifs de chacun, entre les taux d'intérêt qui recommencent ici ou là à s'envoler, vous ne voyez pas de risque de fragmentation de la zone euro, qui était le risque identifié il y a de ça une dizaine d'années finalement. Vous ne voyez pas ça, vous ne voyez pas ce danger poindre. J'en sais quelque chose. Oui, vous en savez quelque chose. Massivement. Vous craignez la résurgence de ces craintes du point de vue du côté des marchés, du côté de... Quand les taux d'intérêt augmentent, on a toujours une augmentation plus que proportionnelle des marges entre les différentes signatures. Oui. C'est-à-dire que l'écart de taux entre l'Italie et l'Allemagne augmente si l'ensemble des taux augmente. C'est quelque chose d'arithmétique, si vous voulez, qui se comprend parfaitement. Et donc, ça peut poser des problèmes supplémentaires. Je crois que la Banque Centrale Européenne, non seulement dit, mais est crédible aux yeux des marchés en disant qu'elle a les moyens d'empêcher des augmentations anormales, une fragmentation anormale de l'ensemble de la zone euro. Et je crois qu'elle est crédible. Comme vous le savez, elle s'est même dotée d'un nouvel instrument pour ça. Absolument. Mais en plus, elle a toujours le fameux instrument qui n'a pas été utilisé, mais qui est toujours utilisable, si jamais il fallait l'utiliser. Et puis, il y a aussi les refinancements de tombées des acquisitions de valeurs négociables antérieures. Tout ça fait que le marché, je crois, comprend qu'il n'y a pas de vrai danger de ce point de vue. Et en tout cas, que s'il se matérialisait, il serait contré. C'est-à-dire que dans l'esprit des marchés, même si les banques centrales ne sont plus tout à fait là, elles peuvent revenir au galop si besoin s'en fait sentir. C'est ce que se disent les marchés, c'est ce que se disent aussi les États. Vous avez appelé les États, tous les banquiers centraux ont appelé les États à lutter contre ce qu'on appelle l'aléa moral finalement. Est-ce qu'il n'y a pas toujours dans l'esprit des dirigeants occidentaux cette idée que les banques centrales seront là si elles doivent l'être, et que donc ça dispense de faire les efforts en matière de rigueur budgétaire ou de maîtrise des comptes publics. Écoutez, ceux qui disaient l'aléa moral, il y a un accord entre les banques centrales et les gouvernements. Les banques centrales ont décidé d'être bénignes et gracieuses et d'aider les gouvernements. Regardez les taux d'intérêt, les valeurs du trésor qui sont maintenant à des taux extrêmement bas. Vous venez de voir que c'était tout simplement parce que le problème principal, c'était la lutte contre la matérialisation de la déflation. Lorsque la lutte, c'est la lutte contre l'inflation, les taux d'intérêt augmentent, il n'y a plus de glose sur la bienveillance à l'égard des gouvernements. Les gouvernements devaient savoir et comprennent maintenant qu'ils ne peuvent pas compter a priori sur une bienveillance particulière des banques centrales. Les banques centrales, elles doivent donner la stabilité des prix, selon la loi aux États-Unis et selon le traité en Europe. Voilà. C'est une nouvelle épreuve. Et c'est ce qu'elles font, et elles vont réussir à le faire, c'est ma conviction. Bien entendu, il faut les créditer des décisions qu'elles prennent. Je vous emmène une minute du côté des États-Unis à présent, Jean-Claude Trichet, puis on en parle après. Retrouver Antoine Eulard. Antoine, bonsoir. La Fed va commencer à se réunir, elle aussi, dans quelques heures. C'est ça, Antoine, Oui, la Fed se réunit à partir de demain, alors que pour la première fois en 3 ans, l'inflation recule aux États-Unis. La stratégie de Jérôme Powell semble donc commencer à porter ses fruits. Powell, vous le savez, a fortement augmenté les taux l'an dernier pour rendre l'argent plus cher et freiner la consommation. C'est vrai qu'après la pandémie, les Américains ont été pris d'une frénésie d'achat. La machine s'est emballée et ça a créé de l'inflation. Aujourd'hui, le plus dur est passé, mais pour la Fed, il est encore trop tôt pour crier victoire. On s'attend donc à une nouvelle hausse de taux, mais le tour de vis sera moins fort que les précédents. On parle d'un quart de point seulement. Il devrait y avoir encore une hausse similaire en mars. Et puis ensuite, Jérôme Powell pourrait faire une pause. C'est en tout cas ce que lui demandent de nombreux responsables politiques pour ne pas provoquer une récession. Merci beaucoup Antoine Eulard, donc à Washington. Les Américains sont en train de gagner leur combat. Alors c'est pas la même inflation. C'est pas la même inflation non plus, il faut vous le dire, Jean-Claude Trichet. Oui. Ils sont à 5%. Ils sont beaucoup moins touchés que nous bien sûr. Par le pétrole, par le gaz et par les produits agricoles. Nous sommes réellement à la ligne de front, si je puis dire. Eux sont autosuffisants pour toutes les raisons que nous savons. Donc nous ne sommes pas dans la même situation. Lorsque nous avons 9,2% d'inflation en Europe et eux ils ont 6,5%, c'est parce que nous sommes plus vulnérables. Absolument. Comme je vous l'ai dit, nous avons
les uns et les autres, à peu près la même inflation sous-jacente. C'est-à-dire qu'il y a le même devoir pour les deux banques centrales de faire en sorte qu'il n'y ait pas de généralisation et surtout de spirale qui ferait qu'on continuerait indéfiniment à avoir une inflation à 5 ou 6%. Inflation sous-jacente. Oui. Donc, ce que j'entends de notre correspondant me paraît tout à fait ce que pense le marché. Moi-même, je réserve toujours la position de l'Open Market Committee aux États-Unis ou du Conseil des gouverneurs en France. Ils ont des informations, même de dernière minute, que nous n'avons pas. Ils ont une manière, si vous voulez, de prendre en compte l'ensemble des dimensions, parce que c'est très très multidimensionnel une décision de banque centrale, que nous n'avons pas nécessairement. Mais c'est vrai que tout a été fait pour que le marché se convainque qu'un quart de point, c'est probablement ce que vont faire les États-Unis, même si certains disent c'est pas assez et d'autres disent c'est trop, mais c'est très bien anticipé par le marché de par la volonté de la Banque centrale elle-même, naturellement. Et en Europe, on s'attend à ce que ce soit 2 fois cela, parce que la Banque centrale a elle-même communiqué de manière assez massive sur le thème qu'il faudrait probablement 50 points de base. On va voir, on verra je n'anticipe en rien sur ce qu'ils vont faire, et certains critiquent déjà et la nonchalance et l'excès, disons, d'activité. Il nous reste 2 minutes, Jean-Claude Trichet. Enfin, quand même, au fin fond de vous-même, peut-être que vous ne nous le direz pas, mais est-ce qu'il y a votre conviction que même si les banques centrales sont en train de se retirer doucement, par la force des choses, elles vont devoir revenir à un moment donné? Sortira-t-on un jour véritablement de ces politiques monétaires ultra accommodantes? Mais vous plaisantez. On en sort, mais pour combien de temps? Je vous pose la question, pour combien de temps? Voilà. À mon avis, elles se sont liées en quelque sorte au mât. C'est pour prendre la métaphore, si vous voulez, de l'Odyssée. Elles doivent accepter de faire ce qu'il faut, et elles le disent très clairement, pour qu'on arrive en effet à une stabilité des prix. Que demandent nos concitoyens partout, dans tous les pays avancés? Ils demandent la stabilité des prix. Et la stabilité des prix, c'est nécessaire. Quand il y a de l'inflation persistante, durable, les plus démunis, les plus défavorisés sont très très cruellement frappés. Oui. Et les nantis peuvent se protéger contre le risque d'inflation. Donc c'est vraiment au cœur de la démocratie. C'est quand même pas par hasard que la stabilité des prix a été au cœur de la négociation du traité que les Européens ont. Et aux États-Unis, la stabilité des prix fixée autour de 2%, c'est, comme je vous le disais, le fruit du drame précédent. C'est du temps de Ben Bernanke qu'ils se sont dit, c'est pas possible, on ne peut pas laisser les anticipations vagabonder, on va tâcher d'ancrer toutes les anticipations, en particulier d'inflation. C'est ce qu'ils ont fait. Je les crois crédibles sur ce plan aussi. Eh bien, nous verrons ce que nous diront les banques centrales qui vont parler. C'est la semaine des banques centrales, donc la Réserve fédérale américaine qui parlera mercredi soir. Et la Banque centrale européenne par la voix de Christine Lagarde, ça sera jeudi bien sûr du côté de Francfort. Il y aura d'ailleurs une émission spéciale jeudi à 14h, un spécial Banque centrale européenne en direct sur BFM Business. Les banques centrales parlent, on va les écouter. Merci beaucoup Jean-Claude Trichet en tout cas. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir sur BFM Business. Plaisir partagé, ancien président de la Banque centrale européenne, ancien gouverneur de la Banque de France avec nous sur BFM Business. Il est 19h54. On va marquer une petite pause et puis dans un instant c'est François Sorel qui vous rejoint bien sûr pour Tech & Co comme tous les soirs sur BFM Business. Et puis nous on se retrouve demain bien sûr mardi. Nous serons là au cœur de la grève bien sûr pour vous faire vivre cette journée sur BFM Business 18h-20h avec Audrey Tcherkov. Good Evening Business comme tous les soirs. François Sorel dans un instant. On se retrouve demain donc 18h. Très bonne soirée à toutes et à tous sur BFM Business.